Ce jardin, de production intensive avec un rendement de grande qualité, est travaillé par une nouvelle technique pour maintenir la fertilité du sol. Dans la recherche actuelle pour des systèmes de production agricole durable, le travail de Masanobu Fukuoka mérite d'être connu pour ce qu'il propose de fondamentalement différent, car ce qu'il fait, c'est d'arrêter les labours, le travail du sol, l'utilisation et enfouissement de fumier, compost ou tout autre engrais, qu'il soit biologique ou chimique. Fukuoka est un microbiologiste et un agriculteur japonais qui, en 1937, commença une agriculture tout à fait révolutionnaire, qui peut être considérée comme la première réforme agronomique depuis que l'agriculture existe. Je suis agricultrice habitant en France. Mon apprentissage en agriculture biologique commença en Californie au début des années 60. Le travail de labour que je devais faire me rappelait toujours la terre brûlée, souffrante des champs de blé de Castille. Je me suis intéressée au travail de Fukuoka en 1978 lors de la parution de son livre « La révolution d'un seul brin de paille ». Son travail confirmait en pratique l'intuition que j'avais de n'avoir pas travaillé le sol. Mais les résultats que j'avais en l'imitant étaient très décevants et j'ai vite compris la nécessité d'adapter son système à d'autres conditions climatiques et culturelles que les siennes. Le jardin que vous voyez ici a été réalisé en suivant les mêmes principes que Fukuoka propose pour obtenir des récoltes abondantes tout en gardant un sol sauvage qui s'auto-fertilise lui-même perpétuellement, car ces systèmes agricoles utilisent la dynamique de la loi de la synergie. Le sol se travaille lui-même. La terre se nourrit par la biomasse déchétuaire du sol. On introduit des prédateurs. En évitant de les compacter, le sol s'aère de lui-même. Après les derniers labours, on prépare pour faire les plates-bandes en indiquant avec des bâtons où vont aller les couloirs. Et avec une pelle, on prend la terre des couloirs et on la met dans l'espace réservé aux plantes. Si la qualité du sol le permet, on peut creuser de nouveau dans les couloirs pour augmenter la hauteur des plates-bandes. Plus il y aura du sol dans les plates-bandes, plus les plantes auront pour enfoncer les racines. Avec un râteau, on met les plates-bandes, on les ratisse et on enlève les cailloux qui peuvent se trouver. La laine, c'est un bon mulch. Ici, c'est ce que j'ai utilisé pour couvrir les plates-bandes finies. Les dimensions des plates-bandes, 120 cm de large et 50 cm pour le couloir. La hauteur dépend de la qualité de votre sol. La terre, on met du couloir sur la plate-bande. 120 cm de large. Pour le couloir, 50. Et si vous pouvez, 50 cm de hauteur. La forme que vous donnez aux plates-bandes peut être aussi variée que votre imagination le permet, à condition toujours de respecter la largeur. Un mulch de paille, soutenu par des bâtons en cas de gros vent. La hauteur ici, c'est de 50 cm, ça arrive à mes genoux. En cas de grosse pluie, un autre avantage des plates-bandes, c'est que la pluie n'emporte pas les plantes. La forme finale de ces jardins qui fait un demi-hectare de surface. Une autre façon possible de préparer la terre pour faire le jardin ou pour toute autre culture, sans avoir à préparer le sol, c'est de le couvrir avec des cartons ou des tapis et ainsi faire disparaître la végétation en place, les mauvaises herbes. Ici, nous allons préparer le sol tout en faisant une culture de pommes de terre.
Dans cette agriculture, nous n'avons plus besoin d'apporter des compensateurs fertilisants au sol, car nous arrêtons l'action responsable pour la perte de fertilisation du sol, qui est les travaux qui sont faits de labour, même superficiels. Le sol, c'est comme l'océan. Tous les animaux qui l'habitent ont besoin d'air pour respirer, mais en dose filtrée. Lorsqu'en travaillant le sol, un excès d'air est forcé dans le sol, tous ces micro-organismes meurent brûlés par excès d'oxygène. Puisque les plantes synthétisent de la matière à partir de la lumière, et en plus elles font de la transmutation biologique, nous n'avons pas à mettre dans le sol l'équivalent en fertilisant de ce que la plante a dans ses tissus, ou en termes agronomiques, c'est qu'elle exporte du sol un élément fertilisant. Les plantes ne prennent du sol que le minéral et les oligo-éléments, en tout 2,5% du total de leur masse végétale. Les pommes de terre ici sont déjà plus grandes. C'est le mois de juillet. Bientôt, ça sera le temps de les reprendre. Juste avant la cueillette, le champ de pommes de terre qui a poussé sous du carton. Et voilà, c'est facile. On n'a qu'à ouvrir le mulch et on prend les pommes de terre. Ici, c'est des plates-bandes dans lesquelles, dans les bords, on les utilise pour mettre des poireaux, des fèves, qui est une plante légumineuse qui va fixer l'azote, et on retire le mulch pour laisser le sol se réchauffer avant de faire des semis au début du printemps. Même si on ne va pas faire du compost parce que le sol en a besoin, il y a toujours un compost à faire, si ce n'est que pour recycler tous les ordures et déchets de la cuisine et de la maison. Donc ce compost, il va être utilisé dans la serre pour faire les plants ou pour le mettre au sol si jamais votre climat est froid et vous utilisez une serre pour l'hiver. Ici, on va transplanter des salades qui ont été démarrées dans un compost fait pour la serre. L'action simultanée d'éléments indépendants qui ensemble ont un effet total plus grand que la somme de ses parts, c'est ça la synergie. La matière vivante, elle sait créer l'ordre à partir d'un désordre apparent. Seule la matière vivante possède cette propriété. C'est ce principe de la vie qui est appliqué ici pour l'agriculture. Dans cette agriculture, on utilise les plantes comestibles appartenant à la famille des légumineuses comme les partenaires fertilisants pour ajouter de l'azote au sol. Des petits pois, des haricots. Ici, on est en train de semer des haricots et on ajoute un peu de cendre au moment du semis pour ajouter de la potasse et stimuler leur germination. Les microfixateurs d'azote transforment l'azote gazeux en ammonium. L'ammonium entre dans les légumineuses sous forme d'acide aminé ou sera converti en nitrate par les microbes du sol et absorbé alors par les autres plantes. Les mycorhizes et autres bactéries vivent grâce aux plantes, grâce au sucre exsudé par leurs racines. L'humus, c'est de la matière organique décomposée presque stable qui est responsable pour la transformation d'éléments nutritifs minéraux non assimilables par les plantes en éléments en forme soluble que les plantes en ont besoin. Il y a deux sortes d'humus, l'humus microbien et l'humus résiduel. L'humus microbien se fait très vite dans un sol rempli de cadavres microbiens et des polysaccharides hérités de la matière organique déchétuaire du mulch et des plantes après culture se décomposant dans le sol. Même dans des sols très pauvres en humus résiduel,
on peut obtenir rapidement une structure correcte et une quantité importante de cadavres microbiens pour nourrir la culture, sans devoir attendre toutes les années nécessaires pour développer l'humus résiduel, l'humus stable. Il y a jusqu'à 4 billions de bactéries en un gramme de sol. Et l'azote gratuit fixé par les bactéries et les levures peut aller jusqu'à 100 kg par hectare et par an. Les cadavres microbiens en sol couvert, de 70 à 80 tonnes par hectare et par an, mais dans un sol travaillé, en sol nu, seulement de 6 à 6 tonnes. Des fèves, des haricots, des petites courges qui poussent. Ici, on va faire la cueillette de fèves. Après que la fève sera coupée, fauchée, on la laisse comme mulch sur le sol. Les racines, elles vont rester dans le sol et se décomposer. On va planter des oignons et toute la famille de l'Aliacées, c'est-à-dire l'ail, oignon, poireau, on utilise les côtés de la plate-bande comme espace parce que ces plantes, en plus de nous donner un élément à manger, ils sont des plantes protectrices pour les autres cultures. L'ail est insecticide, un insectifuge, un bactéricide, un fongicide et un nématicide. Les oignons aussi ont ces propriétés-là. Donc on peut utiliser les bas-côtés des plates-bandes comme espace pour cette culture. On intercale les poireaux avec les salades et tout l'espace qui a été perdu par les couloirs est récupéré dans les côtés. Les haricots sortent entre les mulches. Une hectare de légumineuses peut fixer par an 400 kg d'azote. Des fois, il y a des plantes qui se ressèment d'elles-mêmes. Lorsqu'on permet aux plantes de finir leur cycle végétatif, beaucoup se ressèment et nous pouvons les transplanter dans les endroits qu'on veut pour leur culture. Ici, c'est des blettes qui peuvent aussi être mises dans les bas-côtés des plates-bandes. Les tontes d'herbe ou de gazon peuvent être utilisées comme mulch, mais il faut faire attention à qu'il n'y ait pas de graines et qu'elles soient fanées. Le mulch, vieux mot français tombé en désuétude et qu'on se permet de l'utiliser même si entre-temps est devenu un mot anglais et qui veut dire couverture faite par quelque chose de mou. Le mulch, c'est donc une couverture de n'importe quelle substance à condition qu'elle soit biodégradable. Vous pouvez faire des mulch de papier, carton, laine de mouton, paille diverses. Avec la paille d'avoine, vous pouvez prévenir les attaques des champignons parasitaires. Les tiges sèches de maïs et les fans des plantes de soja attirent les streptomycètes qui exudent des antibiotiques favorables aux plantes cultivées. Le mulch ici est appliqué sur des tuyaux qui ont été découverts de la plate-bande. Dans la nature, tous les sols vivants se maintiennent couverts, ou par un mulch de feuilles et débris forestiers,
ou par une couverture végétale vivante. Les forêts créent les sols les plus fertiles. Une couverture organique permanente du sol est nécessaire pour créer et maintenir la fertilité de la terre. Ici, c'est du broyat forestier qui est mis sur le couloir. La première année, lorsqu'on a dû travailler le sol pour faire les plates-bandes, on aura autant de desservage à faire que si on faisait n'importe quelle autre agriculture. Mais chaque année, le desservage diminue. Nous avons ici un système évolutif. Les canards coureurs indiens sont des grands mangeurs de limaces et je les avais au jardin pour cette raison. Mais après avoir remarqué qu'ils étaient devenus végétariens, je ne les recommande plus comme prédateurs de limaces. Mais il faut quand même introduire autant de prédateurs que cela soit possible. Les hérissons, les lézards, orvets, crapauds, grenouilles, tout cela mange des limaces. Il y a aussi des carabes, sortes de scarabées, là on peut le voir au fond du trou qui brille, qui mangent aussi des limaces. Ces cylindres en cuivre sont très utiles lors de la transplantation, du repiquage des salades pendant la phase critique où les limaces les mangent. À la sortie de la porte de la cuisine, on peut faire des spirales pour les plantes aromatiques. Dans celle-ci, j'ai mis 3 sortes de sauge, du thym, de la sarriette, de l'estragon, du persil, et tout en haut, on voit une plante de capucine. Les soucis protègent toutes les plantes, mais surtout les tomates et les pommes de terre des nématodes, et on peut aussi les manger. Autres plantes bénéfiques que vous pouvez mettre dans les jardins sont l'absinthe, la citronnelle, qui repousse la mite, et les choux de la Pierride, les capucines, qui repoussent les coléoptères du haricot et protègent des nématodes, des pucerons noirs des choux et les parasites de courge. Nous sommes au mois de juillet et voici les plantes, comment elles se sont développées. Les blettes que vous voyez sont celles qui ont été repiquées au début du film. Un autre partenaire pour la fertilisation du sol dans cette agriculture, c'est le lombric, le ver de terre laboureur, qui se nourrit des plantes mortes, feuilles, tiges et racines, et pas de compost. Il se nourrit aussi de viande et gras crus et des fractions minérales du sol. Le lombric produit chaque jour son poids de déjection. Une hectare de terre non traumatisée par le travail du sol peut produire plus de 10 tonnes de tortillons par an, soit 5% du total du volume du sol. Ils peuvent aérer à 5 mètres de profondeur. Leur galerie consolidée par le mucus facilite le développement des racines. Le mucus qui forme l'humus prévient l'érosion. Dans les sols sablonneux, les agrégats produits par les tortillons améliorent la rétention d'eau. Il est le principal producteur de terres végétales. Les lombrics dans une prairie produisent 1500 kg de biomasse. Ici, on voit comment on cueille les salades. On les coupe et on permet que les racines restent dans le sol. Et faites attention de ne pas mettre le pied sur la plate-bande. Ça compacte le sol et empêche le sol de respirer. Il faut être très vigilant pour ne pas faire des gestes négatifs à l'encontre de la vie du sol. Dans cette agriculture au sol sauvage, on fait très attention à couper et ne pas s'arracher toutes les plantes dont la racine n'est pas utilisée pour laisser dans le sol de quoi nourrir ses habitants et permet à l'humus microbien de se perpétuer pendant que l'humus résiduel prend son temps à se constituer. Nous sommes au mois d'août. Cette laitue qui avait été coupée lorsqu'elle a été cueillie a repoussé et comme toutes les autres traitées de cette façon, elle montera en fleurs et fera des graines.
Les œillets d'Inde, comme les soucis, sont mélangés parmi toutes les autres plantes du jardin. Les fleurs sont bénéfiques à tout l'ensemble du système. Elles attirent des insectes pollinisateurs ainsi que des prédateurs bénéfiques. Comme vous pouvez le constater, la taille et la qualité des plantes en aucun cas ont été sacrifiées par la non-utilisation du compost ou tout autre fertilisant. Les courges d'hiver seront ramassées plus tard. Les choux seront cueillis tout au long de l'automne et de l'hiver. Poireaux et laitues dans les côtés des plates-bandes. Les poireaux, 3 mois après le repiquage que vous avez vu au début du film. Les laitues ont été repiquées continuellement. Ces plantes de tomates n'ont pas eu besoin d'aucun traitement pour rester en bonne santé et en bonne production. Ces carottes, ces métrodrues ont besoin d'être éclaircies. On a attendu pour le faire assez pour que ce que l'on enlève soit assez grand pour pouvoir le manger. Pour éclaircir, vous pouvez retirer le mulch, mais surtout, rappelez-vous de le remettre lorsque vous finissez votre travail. C'est l'automne, le cueillette d'été touche à sa fin. On repique des salades et des poireaux parmi les vieilles plantes qu'on laisse continuer leur croissance, aller à maturité, finir leur cycle végétatif, monter à graines. À côté d'elles, nous mettons de nouvelles plantes et on enclenche un système constant où jamais le sol est laissé sans plantes ou sans racines. Les racines sont nécessaires au sol comme le soleil aux plantes. Si vous voulez améliorer votre terre, mettez des plantes et plus il y en a de diversité, mieux sera pour l'ensemble. Mais surtout, permettez aux plantes de mourir et de se décomposer là où elles sont vécues. Laissez toujours la partie de la plante qui ne nous est pas utile sur place, s'intégrer au sol. N'enfouissez rien. Dans les mélanges que vous créez, il y aura toujours des racines qui resteront dans le sol et des parties aériennes de la plante qui couvriront la terre comme un mulch. Ça suffit pour maintenir le sol vivant. Le sol sait se nourrir de lui-même. Le gaver n'amène que les problèmes d'indigestion et les maladies pour les plantes. Ces plates-bandes sont couvertes par des céleris qui n'ont pas été cueillis et utilisés lorsqu'ils étaient mûrs à point. Les plates-bandes sont aussi couvertes par toute une végétation spontanée que l'on appelle les mauvaises herbes, qui auraient dû être desherbées pendant l'été. Maintenant, il y a un gros travail à faire. Il faut les arracher avec la racine, les laisser faner dans les couloirs, puis les remettre sur les plates-bandes en tant que mulch lorsqu'il n'y aura plus de danger que les racines prennent de nouveau. Malgré que les desherbages manuels paraissent être un système lent, ce desherbage est définitif. C'est-à-dire qu'une fois arraché,
elles ne reviendront plus. N'ayant pas remué le sol, de nouvelles semences ne peuvent pas germer et la présence de mauvaises herbes diminue chaque année. Les céleris coupés sont ajoutés à la plate-bande en tant que mulch, même si elles sont montées à graines. De nouvelles feuilles vont sortir de la plante qui pourront être utilisées et cueillies en tant que pour la consommation humaine. Tout ce qui pousse sur le jardin peut être utilisé comme mulch. Vous pouvez lire pour complémenter l'information de ce film Le sol et l'érosion de Marc Bonfils, Les transmutations biologiques de Louis Kervran et Permaculture de David Holmgren et Bill Mollison.